Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas comment il faut prendre la réflexion sur le fait qu'on était anciens profs et que maintenant, les anciens élèves deviennent nos collègues, bon, de plus en plus. Voilà, donc on devient certainement de plus en plus anciens et avec de plus en plus d'expérience, n'est-ce pas? Mais peut-être que c'est pas toujours, toujours forcément positif quand on voit que l'expérience, évidemment, se construit aussi avec l'âge. Bien. Alors, donc on m'a demandé d'intervenir sur la construction de l'expérience. Je m'intéresse à cette question-là à l'université. Je vais vous montrer. Hop, c'était pas ça. Voilà. Donc voilà un peu d'où je viens. Donc je suis un ancien moniteur de voile, donc moniteur fédéral, BE premier degré, BE deuxième degré. Voilà. Puis après, j'ai fait un parcours académique en tant que professeur d'agrégé. Puis ensuite, voilà, je suis atterri à l'université, voilà, pour évoluer. Donc, je fais partie un peu de ces gens dont on a vu les parcours erratiques un petit peu ce matin. Alors, simplement, je voudrais vous dire une chose, c'est que je m'intéresse à l'expérience et notamment à la construction de l'expérience. Et finalement, en tant qu'universitaire, ça peut paraître un peu peut-être surprenant parce que l'université, elle s'intéresse essentiellement au savoir disciplinaire, au savoir qu'il y a dans les livres et puis qu'on divulgue comme on peut à l'université. Et finalement, l'expérience, c'est un peu bizarre de s'intéresser à ça au sein de l'université. Alors peut-être que ça tient en fait que je ne suis pas un vrai universitaire. Je suis surtout un moniteur de voile qui a évolué. Et du coup, effectivement, je me cache sous les oripeaux de l'université. Et donc, voilà. Et surtout, ce qui s'est passé, je vais juste faire un petit coup de biographie, parce que je pense que c'est intéressant, c'est que quand j'ai été moniteur tuteur et que je me suis intéressé à la formation d'autres moniteurs, des entraîneurs, eh bien, ce que j'ai constaté, c'est que l'apprentissage sur le terrain avait une efficacité absolument remarquable. À tel point que les gens qui venaient, des fois même des universités en L1 ou L2, qui venaient des STAPS et qui venaient chez moi pour faire le monitorat fédéral, hein, eh bien, ils me disaient, c'est incroyable parce qu'ici, en 2 semaines, j'en apprends autant que 6 mois à la fac. Bon, évidemment, ce n'était pas vrai. Pas complètement. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était incroyable, c'est que les gens apprenaient, avaient le sentiment d'apprendre énormément sur le terrain, pour peu qu'ils soient accompagnés et aidés. Et ça m'a tellement interpellé que j'ai voulu comprendre comment se construisait cette affaire-là. Pourquoi, sur le terrain, si on est accompagné, eh bien, on apprend un certain nombre de choses qui sont très très importantes. Et j'ai commencé à faire un travail de recherche, et puis maintenant, ça fait 15 ans que je m'y attelle. Et plus ça va, et plus je me dis que c'est finalement assez compliqué et qu'il y a plus de choses à comprendre que ce qu'on peut bien s'imaginer au départ. Et je vais essayer de vous faire part modestement, une demi-heure, de quelques éléments fondamentaux que j'ai pu comprendre au cours de toutes ces années. Alors évidemment, ça reste très succinct et puis peut-être même simpliste, mais voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je voudrais introduire mon propos. Alors, comme je sais que voilà, ça risque d'être ennuyeux, que vous avez mangé, alors on va commencer par se détendre en regardant un petit film. Et je vais vous proposer puis en plus, comme je n'ai pas beaucoup de choses à dire, je vais meubler un peu. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un moment, un extrait de Gran Torino. Vous savez, le film qui a été réalisé avec Clint Eastwood. Et là, juste un élément de contexte. Alors Clint Eastwood, il joue le rôle d'un ancien de la guerre de Corée et qui prend sous son aile quelqu'un qui est un jeune asiatique. Et bon, il est un peu raciste sur les bords, un peu républicain dur, et bon, et ça va pas de soi pour lui. Et là, il lui dit, faudrait peut-être que tu travailles, et on va voir comment il s'organise pour l'aider à trouver un travail. Quoi? Je sais pas, moi, la construction. Moi? Ouais. La construction? Ouais. Vous êtes Alzheimer ou quoi? Non, tu peux trouver du travail dans la construction. Je connais plein de gens sur les chantiers. Évidemment, je devrais faire quelques ajustements et faire de toi un vrai homme. Faire de moi un homme? Oui. Et tu devrais sortir avec Miss Yam Yam aussi. Ça faciliterait les choses. Ça aide à lubrifier les valves. Je vais te montrer comment on discute entre hommes. Écoute seulement comment Martin et moi, on plaisante en se chamaillant. Ça va, t'es prêt?
Prêt? C'est bon. On y va. Parfait. Un Polak et un Fintal. Oh, ça va, Martin, sale rital de mes deux. Ben, tu vois, vieux débris, j'aurais dû savoir que tu venais. La journée se passait beaucoup trop bien. Qu'est-ce que t'as fait, sale juif? T'as dépouillé un pauvre aveugle de toute sa fortune? Tu lui as pas rendu la monnaie? C'est qui ton bridé? Oh, c'est une petite lavette qui habite à côté de chez moi. J'essaie tant bien que mal d'en faire un homme. Tu vois, le jeune, c'est comme ça que les hommes se parlent entre eux. Ah ouais? Quoi, t'as de la merde dans les oreilles? Maintenant, tu sors, tu reviens ici, et tu t'adresses à lui comme un homme. Comme un vrai homme. S'il vous plaît, ouais. Allez, vas-y, rouille ton cul, sors d'ici. Et reviens tout de suite nous voir. Désolé, hein. Oh, ça Comment ça va, sale rital de mes deux? Sors de ma boutique avant que je te fasse éclater la cervelle, sale pété de Shintok! Vraiment de Dieu, oh merde. Arrête. Qu'est-ce que t'as, toi? Est-ce que tu serais devenu débile? Mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que les hommes parlaient comme ça. Tu peux pas entrer comme ça et insulter un homme dans sa propre boutique, ça se fait pas, ça. Qu'est-ce qui arrivera si tu tombes sur un étranger qui, mal luné, il va te faire éclater ta cervelle de bridé? Ben, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Ben, pourquoi tu commencerais pas par salut ou bonjour? Oui, t'arrives et tu dis, monsieur, si vous avez le temps, j'aimerais me faire couper les cheveux. Oui, sois poli, mais sans être lèche-cul. En fait, tu pourrais parler du travail que tu viens de faire sur la construction et parler en mal de ta copine et de ton auto. Bon Dieu de merde, je viens de faire réparer mes freins et ces espèces d'ordures sont des bandits, ils m'ont enculé jusqu'à l'os. Oui, ne joue pas contre le type. Tu dois parler de personnes qui ne sont pas dans la pièce. T'as qu'à parler de ton patron, qui te force à faire des heures supplémentaires un soir de bowling. Oui, ou ma bonne femme m'a fait chier pendant 2 heures au moins à propos du fait qu'ils ne prennent pas les coupons expirés à l'épicerie du coin. Et à la minute où je veux regarder ma partie, elle commence à gueuler qu'on discute jamais. Tu vois, alors tu ressors, tu reviens et là tu lui parles. Et c'est pas la mer à boire ça, pour l'amour du ciel. Ouais, mais j'ai ni emploi, ni auto, ni copine. Seigneur, j'aurais dû lui faire sauter la tête tout à l'heure. Ouais, peut-être bien. Bon, ok, je veux que tu te retournes, que tu ailles dehors et que tu reviennes. Et je ne veux rien entendre sur le fait que t'as pas d'emploi, pas d'auto, pas de copine, pas d'avenir et pas de couilles, ok? Alors retourne-toi et sors. Excusez-moi, monsieur, si vous avez le temps, j'ai besoin d'une coupe de cheveux. Sale rital de fils de pute de coiffeur de mon cul. Bon sang, j'en ai mal au cul de les avoir toujours sur le dos à mon travail. Pas prévenu, mais le langage est pas très châtié. Hein. Un lieu d'homme, on va dire. Alors ça va, t'as tout bien compris? Ouais. Arrête de me dire ouais. Je vais te dire oui, monsieur, et je ferai de mon mieux. Ouais, je ferai de mon Parce mieux. que quand je me porte garant de quelqu'un, ça veut dire que je donne ma parole et j'ai pas envie de passer pour un con. Non, ça va. J'ai tout saisi. Donne pas trop ton jeu. Tu regardes les gens bien dans les yeux. Et la poignée de main, ça dit bien des choses aussi. Tiens, mets ça dans ta poche arrière. Oui, fais-moi pas honte. Salut Kennedy, vieil ivrogne d'Irlandais. Comment ça va? Non, je me sens merdique. Mais qui ça intéresse? Certainement pas moi, ça c'est sûr. Oh, ben vas-y, fais comme chez toi, Walt. Ouais. Enculé de Polak. Ok, c'est lui le garçon dont je t'ai parlé. Tao, c'est Tim Kennedy, c'est le contremaître du chantier. Alors, qu'est-ce qu'il sait faire au juste, Walt? Il connaît la construction et c'est un garçon brillant. Il peut faire tout ce que tu lui demandes. T'es sûr? Ouais. Tu parles français? Ouais, monsieur. T'es né ici? Bah ouais. Je vois que c'est Walt qui t'a amené. T'as un véhicule? Pas pour le moment. Je prends le bus pour l'instant. Le bus? Nom de Dieu, t'as pas d'auto? Mon joint de culasse a sauté. Et cette espèce d'enculé de mécanicien veut me soulager $2000. Ah, les bandits, je viens de remplacer la transmission sur mon Taouis. Ce sale fumier m'a bien enculé. 3200, il m'a pris. C'est tous une bande de voleurs, c'est pas juste. Ouais, ça c'est bien vrai. Ok. Si ça te va, viens lundi, on trouvera un petit quelque chose. Merci, monsieur Kennedy. C'est Tim. Et toi, c'est quoi déjà? Tao. Tout, d'accord.
Toi, tu vas m'en devoir une, Walt. Ouais. Donc, dans cette première séquence, alors on pourra penser que, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont placées. Alors, on a l'impression, évidemment, c'est une fiction. Et je pourrais vous parler d'un cas, j'ai hésité entre les deux approches. J'ai un cas d'un élève infirmier où c'est quasiment mot pour mot la même chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un élève infirmier dans un soin psychiatrique, il veut faire la même chose que fait son tuteur, et en faisant exactement la même chose, il a une altercation avec un patient qui est agité, il est obligé d'être séparé. Donc on voit que à travers ces séquences-là, qui arrivent très très souvent, que l'accompagnement en situation professionnelle, ben, c'est pas aussi simple que ça. Et j'en veux, si vous voulez, ça heurte une idée peut-être centrale, qui est qu'au fond, il n'y a pas grand-chose à dire de la construction de l'expérience ou de l'accompagnement, parce que au fond, l'idée communément peut-être partagée, c'est que bah, c'est pas compliqué, quoi. Il suffit de faire comme les gens expérimentés, de reproduire ce que les autres font, et puis tout va bien se passer. Alors on s'aperçoit d'une chose à l'heure actuelle, c'est que ce modèle-là ben, ne fonctionne pas pour plein de raisons, et notamment une raison qui tient à la structure du travail. Alors, où est ma zappe ? Voilà. Donc, une raison qui tient à la structure du travail, c'est que au fond, les situations de travail sont devenues ce qu'on appelle complexes. C'est-à-dire que, au fond, complexe, on peut la définir dans le sens où, si on prend plusieurs professionnels compétents, ils ne vont pas forcément être d'accord sur la façon de faire les choses. Ça, c'est le premier point. Donc, évidemment, accompagner quelqu'un en entraînement ou en gestion de structure, dans une activité professionnelle, alors qu'en fait, il y a plein de manières de faire, ben, ça devient difficile parce que si on demande aux autres de faire de la façon dont nous, on fait, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ? À la manière de ce jeune garçon, eh bien, ils vont dans le mur, ils vont être confrontés à des difficultés importantes parce que eux ne sont pas leurs tuteurs. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce qui est toléré de la part de quelqu'un qui a le même âge, qui a une histoire commune, n'est absolument pas toléré, évidemment, de la part de ce jeune qui arrive dans ce nouvel univers, hein, celui que le personnage joué par Clint Eastwood appelle l'univers des hommes. Et conclusion, n'ayant pas les codes, il singe des codes qui ne sont pas les siens, et sauf qu'il n'est pas reconnu comme tel. Donc, et ça arrive tout le temps. Un entraîneur senior fait des choses qu'un entraîneur débutant ne peut pas faire. Un, parce qu'il n'a pas les compétences, et deux, parce que s'il les faisait, il ne serait pas reconnu de façon efficiente. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas recopier l'activité des autres. Alors, du coup, évidemment, eh bien, l'autre solution sur laquelle on tombe, on va revenir dessus, c'est qu'au fond, eh bien, on a tendance à abandonner les gens dans l'accompagnement en disant ben, l'expérience, il faut que chacun fasse la sienne. Alors, sous prétexte que chacun doit faire la sienne, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne les gens à leur propre solitude en disant ben, voilà, tu te débrouilles et puis peut-être éventuellement je peux te donner un conseil de temps en temps. Conseil qui revient à communiquer ce que l'on fait, mais du coup qui n'aide pas tout à fait. Alors de là à penser qu'il n'y a pas de possibilité alternative, ça serait très facile. Or, je vais vous proposer une situation alternative entre voilà, ce dilemme que j'appelle le dilemme de la conformation d'un côté, où fais comme moi et tout se passera bien, et là on voit que le jeune manque de se faire tuer, et puis l'autre dilemme qui est ben, débrouille-toi, et puis fais par toi-même. Alors, je vais rapidement balayer ces questions-là, et puis pour vous proposer cette voie alternative qui tient compte de comment se construit l'expérience. Alors, premier point, il y a une grande difficulté à penser l'expérience pour la formation. L'expérience pour la formation, elle échappe à la réflexion. On l'a vu ce matin encore, les gens qui nous parlent de leur parcours, nous parlent de leur études, de leur parcours académique, éventuellement de leur activité professionnelle, mais de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont retenu de leur activité professionnelle, eh bien, ils n'en parlent pas. Et on n'en parle pas parce que c'est difficile d'identifier cet apprentissage expérientiel qui va comme un allant de soi. Et souvent, on a tendance à l'identifier à ce j'ai fait. J'ai fait telle activité, donc j'ai appris quelque chose. Mais ce qu'on a appris, finalement, on ne sait pas bien ce que c'est. Parce que c'est difficile à identifier. Donc déjà, on a du mal à en parler, on a du mal à l'identifier. Alors de là à l'accompagner, c'est encore plus dur. Deuxième point,
il y a une idée qui est que, en fond, à force de répéter une action, on finit par construire de l'expérience. Donc je répète, je fais quelque chose, j'acquiers de l'expérience. On connaît tous des gens qui répètent toujours la même chose, qui se sclérosent dans leur activité et qui ne se développent pas. Donc au fond, premier élément que je voudrais vous communiquer, c'est que la répétition et l'activité ne sont pas la construction de l'expérience. C'est une condition de la construction de l'expérience, mais on peut répéter, on peut agir sans construire de l'expérience, ou peu, ou mal. Autre point, tautologie de l'expérience. Quand on fait la référence à l'expérience, en fait, on a un raisonnement qui marche en boucle et qui n'explique rien. Je m'explique. On dit, je sais faire parce que j'ai de l'expérience, et c'est parce que j'ai fait que c'est parce que je fais que je crée une expérience. Grosso modo, ça revient à dire, l'expérience donne lieu à expérience. Bravo, on n'explique rien. Donc il faut pouvoir différencier l'expérience en tant que processus de construction de quelque chose du produit. Et si on ne distingue pas ces deux aspects-là, eh bien, on tourne en boucle et on dit, ben là, c'est l'expérience. Comme si ça expliquait quelque chose. Sauf que comme on ne sait pas ce que c'est, ben, ça n'explique rien. Si ce n'est que le fait de faire apprend. Mais ça, c'est pas vrai. Faire n'apprend pas en soi. Voilà, donc en fait, ben voilà, ça revient à ça. Voilà. Alors du coup, ben, je vous propose de rompre avec cette notion de sens commun, hein, parce que sinon on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'expérience. Donc de passer un peu à une définition un peu plus, si vous voulez, claire, définie, théorisée de la notion d'expérience, et surtout de la construction, des processus de construction qui s'y passent en son sein. Ça va ? Bon. Alors, là je vais passer parce que, voilà, donc j'en ai parlé, l'expérience c'est simple. Ben non, l'expérience c'est pas simple. Ça tient lieu parce que ça dépend des gens. La complexité des situations fait que ce qui est fait par un ne peut pas être fait par l'autre de la même façon. C'est pas à force de répéter qu'on finit par apprendre. Et donc, du coup, l'idée qui est sous-jacente à ça, c'est qu'on ne peut pas transmettre de l'expérience. Or, moi, je pense qu'on peut transmettre de l'expérience, ou du moins, on peut aider l'autre à construire la sienne, plus précisément. Ce qui est peut-être différent. Alors, ce dont je vais parler là, ça répond à ces questions-là. La compétence, alors il faut distinguer plusieurs choses. La compétence, l'expérience, l'activité. Ce matin, on a vu que être compétent, avoir l'expérience, c'était un peu la même chose. On verra que c'est pas tout à fait la même chose. Faire, c'est avoir de l'expérience. Il faut distinguer ça. L'activité, c'est pas l'expérience. Voilà. Hein ? Bon. Alors, ça j'en ai parlé. Donc, voilà. Et puis la question qu'on va aborder, c'est quelles sont les retombées pratiques de ces connaissances sur les apprentissages expérientiels et sur l'accompagnement. Alors, de quoi parle-t-on ? Alors, je vous propose cette définition. L'expérience, ça serait la trace que l'activité, la trace laissée par l'activité et qui permet d'agir dans des situations similaires. Je fais quelque chose dans un type de situation et de cette action, j'en garde quelque chose, une trace, qui va me permettre d'agir, peut-être plus efficacement, peut-être de façon différente, dans ce même type de situation. Évidemment, pas dans une autre situation complètement différente. Voilà. Donc, deuxième chose, alors c'est une notion qui est ce qu'on appelle polysémique. Excusez-moi pour le terme, ça veut dire que ça renvoie à plusieurs sens. Hein. Et il y a deux choses qu'il faut distinguer. L'expérience, c'est un produit de l'activité. Quand cette trace, elle va me donner quelque chose. Et ce qu'elle me donne, ce sont des potentialités à agir dans des situations déjà rencontrées. Alors, j'insiste bien sur le terme de potentialité. Alors, ce matin, Philippe Presti, dans le petit documentaire que nous a montré Michel Parat, a dit quelque chose qui me semblait intéressant, qui a été repris aussi, redit par d'autres personnes. C'est qu'au fond, il a dit, j'ai fait plein d'expériences, puis sur le coup, ça m'a pas permis d'agir. Mais au bout d'un moment, tac, tout ça s'est mis en place. Ça veut dire qu'on crée, en fait, par son activité, cette trace laissée, elle va amener des potentialités, des possibilités d'agir, mais ces possibilités-là, elles sont activées ou pas en fonction d'une relation qu'on a avec l'environnement et qui fait qu'on va pouvoir l'activer éventuellement. Et ce qui va être drôlement intéressant pour nous, c'est de savoir à quelles conditions on active. Un, on crée des potentialités, et deux, on les active.
Parce que si j'ai des potentialités, mais que je les active pas, c'est comme si j'avais rien fait. Et puis si je les ai pas créées, ben là, c'est réglé. Donc, ça renvoie aux deuxième chose, c'est que l'expérience, alors là, dans le premier cas, on dit l'expérience, avoir l'expérience de quelque chose, hein, et puis, il y a un deuxième sens au mot expérience, c'est aussi faire l'expérience de quelque chose. Et là, on est plus dans le processus, c'est-à-dire dans ce qui se passe quand je suis dans une activité, et cette activité me marque et crée chez moi ces nouvelles possibilités d'action que je peux activer ou pas. Par exemple, pour illustrer ça, ce matin, on a vu que de vos diverses expériences, eh bien, il y a un moment où eh bien, vous avez... voilà, vous pouvez avoir fait face à des situations qui étaient nouvelles, mais vous aviez rencontré, enfin apparemment nouvelles, hein, dans d'autres milieux professionnels, mais vous aviez rencontré des choses dans d'autres situations, et vous avez activé ces potentialités dans ce milieu-là pour faire face. Alors on ne sait pas ce qu'on active, parce que ça, voilà, on est ainsi fait qu'on ne sait pas ce qu'on apprend, mais par contre on sent qu'on active des choses qu'on a déjà rencontrées. Mais pour le faire, une des conditions par exemple, c'est qu'il faut avoir un minimum de confiance en soi, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut avoir ces potentialités, mais si on n'a pas confiance en soi pour essayer des choses, pour prendre des risques, pour essayer des choses qui sont nouvelles, on ne peut pas activer ces nouvelles potentialités. Donc on voit qu'il y a des conditions hein, qui vont être suspendues à la transformation de l'essai. Là, hein. Alors, petite différence quand on parle de compétences. Alors, si on accepte l'idée que on rentre dans cette définition en disant l'expérience ce sont un certain nombre de potentialités qui ont été créées par l'activité, eh bien, l'expérience, c'est quand je les active et qu'un groupe social, légitime pour le faire, reconnaît que ce que j'active est efficace. En d'autres termes, la compétence, elle n'est pas... Je ne peux pas me dire auto-compétent. Enfin, je peux toujours le dire. Dire, ouais, là, je suis en train de faire un super exposé, je suis super compétent. Mais bon, c'est ceux qui sont destinataires de l'activité, par exemple, qui vont pouvoir le dire si ça a marché, si c'est intéressant. Et là, on pourra dire éventuellement, je suis compétent ou pas. Donc, ça veut dire que c'est un jugement social. La compétence correspond à un jugement social sur la mise en œuvre d'une expérience. Donc ça, c'est parler de compétence, ça revient à évaluer la qualité de l'expérience. Donc on est surtout sur un point de vue évaluatif. On verra que ça a une importance considérable pour la formation. Alors évidemment, ça dépend du système d'évaluation dans lequel je suis. Si je suis cambrioleur, eh bien, ceux qui vont pouvoir dire que je suis compétent, c'est surtout ceux qui me chassent, hein, les policiers ou mes collègues cambrioleurs. Mais voilà. Alors, je vais vous proposer cette petite modélisation. Alors, l'activité, voilà, c'est ce que je fais. Alors, quand je fais quelque chose, mais ça ne vient pas de rien. Ça s'appuie sur un certain nombre de ces potentialités d'action, ces ressources. Je sais des choses, j'ai vécu des choses, je reconnais des situations. On va voir ce qu'il y a un peu dedans. J'ai créé des habitudes d'activité, des habitudes d'interprétation, une certaine forme de confiance en moi. En ayant plusieurs fois fait face à de nouvelles situations, j'ai vu que je faisais face, je suis capable d'essayer de nouveau, même si je n'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Ou alors, si j'ai pris trop de coups, ben, j'ose même plus essayer. Et du coup, ça va donner lieu, évidemment, cette activité, elle va donner un résultat. Et de ce résultat, ben, je vais avoir une rétroaction, et là, je vais transformer, non pas ça directement, mais en fait, je vais transformer éventuellement, et dans une certaine mesure, mes potentialités. Ce qu'on voit, c'est que le processus d'expérience, il est dans la flèche rouge, il n'est pas là. C'est pas en faisant l'activité que j'apprends. C'est parce que, à l'issue de cette activité, j'ai un retour, j'ai une transformation de ce que j'ai mis en œuvre que j'ai appris. L'apprentissage, c'est une transformation de mes habitudes. La question qui va être intéressante, c'est mais c'est quoi ces processus de transformation? Et la position que je vais vous proposer, c'est de dire, pour faire simple et rapide, les processus d'accompagnement classiques, ils sont centrés là-dessus.
c'est ce qu'on voit au départ avec Clint Eastwood. Quand il entre chez son coiffeur, il dit, ben voilà, tu regardes et puis tu fais comme moi. Donc tu recopies ce que je fais là. Alors le môme, qu'est-ce qu'il fait? Il recopie, résultat de l'action, il fait la même chose, même milieu, résultat complètement différent. Ah, derrière, régulation, ben non, il ne faut pas faire comme ça parce que voilà, tu es pas... c'est un homme d'un certain âge, toi tu es un gamin, donc voilà. Il y a une régulation, et là, il re-rentre de nouveau, il réessaye, et là, il transforme ça. C'est-à-dire qu'il crée de nouvelles potentialités. Il va créer, ben voilà, comment dire bonjour, sans en même temps pas apparaître comme la carpette, voilà, qui est pas capable de s'affirmer, mais en trouvant sa juste place dans le milieu social. On voit bien que c'est pas simple pour lui. Bon, il y arrive, et ça déclenche l'éclat de rire du coiffeur. Et on voit quoi? Quand il va chez son patron, qu'est-ce qui se passe? Il réactive pas ça, parce qu'il ne dit pas exactement la même chose que chez le patron. Il réactive ça. Il réactive des potentialités qui ont été créées à cette occasion. Et probablement parce qu'il reconnaît aussi à un moment donné la forme de la situation. Je m'adresse à quelqu'un qui est socialement adulte, qui a une position sociale. Moi, je suis un gamin, j'arrive pour demander du travail. C'est la même chose que chez le coiffeur. J'adapte, mais je repère cette similarité pour pouvoir agir. Une des conditions centrales de la construction de l'expérience, je vais insister là-dessus, c'est le fait de pouvoir reconnaître la similarité des situations. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a construit des potentialités, mais si on ne reconnaît pas qu'on est dans telle ou telle situation, dans une situation qui peut être similaire, parce que les traits de surface, ce à quoi elle ressemble, est très différent, ben, je ne suis pas capable de l'activer. Alors vous voyez tout de suite l'importance que ça peut avoir. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui peut être un accompagnateur de la construction de l'expérience, c'est taper sur l'épaule et dire, attends, là, on a déjà vécu ça et c'est ce type de situation. Et là, pour pouvoir débloquer et activer, en fait, ça, ces potentialités d'action. Ça va? Je vous sens faiblir, là. Alors, je suis désolé, hein, je suis obligé d'aller un peu vite, mais bon, voilà. Alors ça retombe, ça amène à une phrase slogan que je vous propose, c'est que l'activité n'est pas l'expérience. Hein? L'activité, en fait, mais l'expérience, c'est ce que l'on fait de l'activité. L'expérience n'est pas l'activité, l'expérience, c'est ce que l'on fait de l'activité. Sinon, évidemment, on peut répéter à l'envi 150 000 fois la même activité. On comprend bien que ce n'est pas la répétition qui fait l'apprentissage. C'est ce qui se passe à l'occasion de cette répétition. Ça veut dire, plutôt que faire répéter les gens bêtement, ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'améliorer la flèche rouge et de voir comment ça, on peut le stimuler, l'entraîner, le sécuriser, le rationaliser. Alors les écueils, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais aller assez vite. Soit par rapport à cette dialectique-là, les accompagnateurs sont une logique assez souvent, on voit par exemple chez les tuteurs, qui est un peu l'exemple type, mais les accompagnateurs, il y en a dans plein de milieux. Ils sont dans une logique de conformation, c'est-à-dire, bon, moi je sais faire, tu fais comme moi et tout va bien se passer. On a vu le résultat, hein. Il a failli se faire tuer le monde. Dans mon infirmier psychiatrique, c'est la même chose. Il fait la même chose et il manque de se faire casser la figure par le patient, en faisant exactement ce que faisait le tuteur. Donc la conformation, ça passe pas bien. Il y a une autre version de la conformation, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. C'est-à-dire l'idée de dire, je regarde le résultat, et s'il n'est pas conforme à ce que j'attends, je dis c'est pas bon, il faut que tu t'améliores. Je suis désolé, mais il n'y a aucune aide là-dedans. On a parlé ce matin de l'évaluation, en disant, je ne sais plus qui a dit ça, je m'excuse auprès de lui, mais quelqu'un disait ce matin, je crois que c'est toi, hein, l'évaluation c'est un drame, quoi, parce que ça bloque le système. Hein, bon, je ne sais plus qui le disait, vous étiez plusieurs à le dire. Mais oui, bon voilà, c'est raté. Voilà. J'ai voulu faire le malin, je me couvre de ridicule, mais c'est une expérience. Voilà. Eh bien, comment? Oui, on n'est pas encore sûr, il faut que ça s'actualise. Hein, tout à fait. Je vois qu'il y en a qui suivent, ça me fait plaisir. Alors, donc du coup, vous voyez que je sais plus où j'en étais. Oui, donc l'évaluation, ça dit juste que l'activité donne pas un bon résultat,
Mais qu'est-ce qu'il y a dans les ressources qui ne sont pas mobilisées? Comment on peut accompagner cette transformation? Ça ne sert à rien, ou à pas grand-chose. Ou moins, ça peut être juste un point de départ. Mais si on en reste là, c'est juste une mystification. C'est-à-dire que l'évaluation formative toute seule, ça ne crée pas de la formation. Ou alors, évidemment, les gens, quand ils ont fait ça et qu'ils voient que ça ne marche pas, ben, ils basculent très souvent là-dedans. C'est-à-dire, bon, et c'est la fameuse phrase connue utilisée par bon nombre de nos amis tuteurs, fais tout seul, tu te débrouilles, et si tu as des difficultés, tu viens me voir. N'oublie pas aussi que je t'évaluerai, donc il ne faut pas trop de difficultés quand même. Hein. Bon, ce qui ne facilite pas les choses, évidemment. Alors, ce que je vous propose comme voie alternative, c'est celle-là. C'est de dire, on va aider au développement de l'expérience, c'est-à-dire aider à la survenue des processus de développement. Grosso modo, ça veut dire, par rapport à mon schéma, on va stimuler la flèche rouge. Donc, on est plus sur le processus que sur le produit, ou sur le résultat. On va me dire, ouais, mais ouais, comment on s'y prend? 4 conditions. 1, il faut les connaître. Qu'est-ce que c'est que ces processus d'apprentissage? Si on ne les connaît pas, on aura du mal à les activer. Alors, vous voyez que ça commence à devenir méchamment technique, quoi. Donc là, évidemment, l'expérience, ça devient difficile. Ben oui, c'est technique. Accompagner l'expérience de l'autre, c'est technique. Deuxième point, il faut les reconnaître. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un, quand on le voit agir, quand on l'interviewe, il faut savoir qu'est-ce qui se passe chez lui. Les connaître, mais les reconnaître chez la personne. Troisième point, ben, une fois qu'on les a reconnus, il faut savoir comment agir dessus. Qu'est-ce que je fais? Et puis, dans quelles conditions je le fais? Parce que des fois, le remède peut être pire que le mal. Je n'ai pas le temps de développer, je vais juste illustrer à travers 1 ou 2 exemples. D'accord? Si vous le souhaitez, si vous le voulez bien. Si j'ai le temps. Connaître les processus de transformation. Alors, je vous cite au moins 3 grands types d'habitudes qui organisent, si vous voulez, qui sont des ressources, qui sont des potentialités. Première chose, une habitude d'interprétation de l'environnement, pour savoir dans quelle situation on est. Si je ne reconnais pas la situation, je ne peux pas utiliser ce que je sais faire, ou ce que potentiellement je pourrais faire. Exemple. Alors, je vais vous donner un exemple qui m'a été donné il y a très peu de temps par quelqu'un qui travaille qui est une travailleuse sociale. Et elle me dit, on étudiait ces questions-là, et elle me dit, ben, par exemple, il y a des gens qui sont déficients mentaux, et la poignée de la porte, là, vous voyez, pour ouvrir, ça vous paraît évident, à nous tous, on prend la poignée, on la tourne. Et même si on met une poignée ronde, on va ouvrir pareil, la porte. Mais pour certaines personnes, si vous changez la poignée de la porte, ils arrivent devant, ils n'ouvrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas que c'est une poignée de porte. Parce qu'elle est ronde. Donc ils restent devant, ils voudraient sortir, mais ils ne peuvent pas. Donc, vous voyez une chose, c'est que toutes les situations auxquelles on est confronté dans notre vie quotidienne, encore plus dans notre vie professionnelle, ces situations, elles ne sont pas données. Elles sont construites par l'acteur. On les construit. On dit, bah là, enfin, on ne se dit pas ça, c'est une poignée de porte, donc j'appuie dessus. On n'est pas complètement obligé de passer par... Voilà. Mais on reconnaît la forme globale, vous voyez, de ce que c'est qu'une poignée de porte. Donc, on peut agir. Alors, imaginez quand c'est des situations professionnelles complexes, où vous êtes avec votre patron, des commanditaires, des destinataires de l'acte, et puis que vous avez une situation qui commence à mal tourner, où les gens commencent à tirailler, savoir mais combien il me reste exactement en fait? 10. Ah voilà. Donc savoir où j'en suis, voilà, ça c'est mon problème. Donc c'est perturbant. Le savoir dans quelle situation je suis, c'est absolument nécessaire. Premier point sur lequel on peut agir, aider les gens à faire reconnaître quelle est la situation. Comprendre les situations. Un débutant dans une situation professionnelle donnée, il y a plein d'indices, je parle sous contrôle des tuteurs qui sont dans la salle, eh bien, il y a plein d'indices qu'ils ne voient pas. Et ils croient que la situation est X alors qu'elle est Y. Un môme qui tombe en planche à voile, eh ben, un moniteur débutant, il voit un môme qui est tombé en planche à voile. Point.
savoir, vu qu'il a loafé, qu'il s'est retrouvé face au vent et que là, il a eu peur de tomber sous la voile, qu'il repousse la voile pour se jeter en arrière, pour se dégager de la voile, ça, c'est juste de la science-fiction. Il voit plouf. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur, mais qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on voit. Alors ça, c'est un cas simple, évidemment. Ce cas-là, on l'a dans la vie professionnelle tout le temps. Deuxième point, une fois qu'on a vu les situations, ou en même temps, parce que les choses ne sont pas aussi, évidemment, dichotomiques, mais une fois quand on comprend la situation, il faut savoir agir dedans. Et on peut agir dans ce type de situation. Dans ce type de situation. À condition d'avoir typifié les situations. Savoir les voir rangées dans les grandes boîtes, on dit, ça renvoie à un môme qui a peur. Ça, c'est, mon môme là, il est en train de faire l'idiot, mais parce qu'en fait, il a envie surtout qu'on le repère et qu'on le considère. Alors plutôt que l'engueuler, je vais lui dire, attends, là c'est bien ce que tu as fait là. Allez, viens, tu montres aux autres. Évidemment, suivant l'interprétation que je porte, je fais des choses diamétralement opposées. Les situations n'est jamais une donnée. Et puis après, bien évidemment, il faut avoir des potentialités d'action pour savoir ce qu'il faut faire. Si vous n'avez jamais vu faire, si vous ne savez pas faire, ben vous avez beau le savoir, ça ne sert à rien. Et puis, troisième point, une dynamique émotionnelle, des habitudes émotionnelles. Si j'ai peur, à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de nouveau, je ne peux pas avancer. Et ça, c'est appris. Il y a des mômes, en formation, dans nos métiers, des jeunes hommes, jeunes femmes, qui ont peur de se confronter à des situations nouvelles, parce qu'ils sont tellement pris d'échecs, de difficultés, de blessures narcissiques, que pour eux, essayer quelque chose de nouveau correspond à un danger potentiel. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Enfin, ils font ce qu'ils savent faire. Alors, ils ne peuvent pas avancer. Donc on voit que ces potentialités-là, il y en a plein. Donc on peut commencer à voir sur quoi on peut jouer. Alors il y a d'autres choses, mais bon, c'est pour illustrer une fois plus. Alors les reconnaître, pour les reconnaître, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on ne peut pas reconnaître à partir du comportement. À partir de l'activité d'une personne, moi je ne sais pas ce qu'elle fait. Je vous donne un exemple très simple que j'ai l'habitude de donner à mes Master 1 qui sont en formation prof d'éducation physique. Un môme s'assoit dans un coin d'une salle, dans la salle de sport, il se pose par terre, il ne veut plus jouer, il ne veut plus participer. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Je vois une seule chose, c'est qu'il est assis. Est-ce qu'il est en train de bouder auprès de ses camarades parce qu'il s'est fait jeter de l'équipe et qu'il leur montre qu'il n'est pas content? Première possibilité. Est-ce qu'il s'est fait mal? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est en train de penser au divorce de ses parents et qu'il est tellement détruit qu'il ne peut plus jouer? Je ne sais pas. Je vois juste qu'il est posé. Et souvent, nos jeunes professionnels ont tendance à catégoriser trop vite, très vite, sur très peu de choses. Il y a un seul cas. De toute façon, il est feignant, il n'a pas envie de travailler, il s'est mis à l'écart. C'est pas sûr. C'est une possibilité. C'est pas la seule. Donc ça veut dire que il va falloir comprendre l'activité des gens, au-delà du comportement. Alors chez nos moniteurs, c'est pareil. Ils donnent des consignes qui sont complètement débiles. Ah ben, t'aurais dû donner telle ou telle consigne. Attends. D'abord, essayez de comprendre pourquoi il a donné ces consignes apparemment complètement débiles. Et pour ça, il faut enquêter, il faut lui demander, mais qu'est-ce que tu as voulu faire? Si on n'enquête pas sur qu'est-ce qui organise la personne, on ne sait pas ce que font les gens, on ne sait pas ce qui les organise. Donc il faut travailler sur ce soubassement, ces habitudes de fonctionnement, ces potentialités-là qui sont activées. Ça veut dire comprendre la cohérence au-delà de la pertinence et de l'efficacité. Je vous donne un exemple. On a un élève infirmier qui passe une évaluation de fin d'année. Il est en train de faire un soin, il traite une personne âgée, et puis la personne âgée, alors il fait beaucoup de soins, il la rassure, il ne fait pas de bruit, il est très apaisant, si bien que la personne âgée s'endort. Et voyant ça, à un moment donné, il claque dans ses mains, la personne âgée se réveille en sursaut, et là le jury consterné, il se dit, mais pourquoi tu as tapé dans les mains comme ça? Et au lieu de le sanctionner en bêtement disant, il fait n'importe quoi, il est complètement idiot, il dit, mais qu'est-ce qui t'a organisé? La semaine dernière, en faisant ce soin, il y a un patient qui est mort. Alors, c'est pas adapté, c'est pas pertinent son action. Elle n'est pas efficace. Elle n'est pas compétente au sens d'une évaluation. Mais on comprend, en fait, l'action d'une personne, elle est toujours cohérente. Toujours. Parce que les gens ne sont pas fous. Donc, s'ils font les choses, il y a toujours une cohérence interne. Même si l'action paraît et n'est pas adaptée, efficace, pertinente. Et si on veut les aider, c'est certainement pas en disant, là, tu as fait n'importe quoi, il faut que tu fasses autrement. C'est d'abord en essayant de comprendre qu'est-ce qui les a organisés. Quelle est leur cohérence interne. Il faut aller chez l'autre. Il faut voir l'activité à travers les yeux de l'autre et comprendre son activité.
Alors là, on est loin de l'évaluation, au sens de « t'as pas fait ce qu'il fallait faire, t'es nul, faut que tu t'améliores ». Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un jugement, hein, qu'on dit bah là, c'était pas adapté. Mais qu'est-ce qui fait que c'était pas adapté? C'est juste un point de départ, l'évaluation. On ne doit pas s'arrêter là, surtout pas. Le problème de l'évaluation, c'est que souvent, une fois qu'on l'a fait, on a l'impression qu'on a fait notre travail, donc on ne fait pas le reste. Donc, avoir une enquête que j'appelle empathique, c'est-à-dire que c'est de comprendre l'autre de son point de vue. Ça ne veut pas dire le trouver génial à tous les coups, même quand il fait les pires bêtises. Comprendre son activité, ça demande un peu de technicité et puis un travail, une enquête. Il faut essayer de comprendre au moins 4 éléments. Premier point, ce qu'il cherche à faire ou à éviter. Ce qu'il anticipe. Ben là, mon patient, il est peut-être mort. Ben, je vérifie qu'il n'est pas mort. Qu'il ne soit pas mort. Pardon. Ce qu'il comprend de la situation. C'était quoi la situation pour toi? Alors, j'aurai d'autres exemples. Mais... Et là, on peut regarder les indices qu'il prend. Qu'est-ce qu'il a regardé? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il n'avait pas vu dans la situation? Qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion? Et alors, ça veut dire quoi? Et sur quelle base de savoir? Il y a des bases de savoir, d'expérience qui fait qu'on donne sens ou pas à certains indices. Petite chose en passant, on ne voit que ce à quoi on est capable de donner un sens. Sur l'eau, vous avez vu la baie, vous avez vu de l'eau grise. Quelqu'un qui a envie d'aller à la pêche voit qu'il y a déjà un petit drapeau qui est au fond et probablement qu'il y a des pêcheurs qui se préparent à attraper les morgates. Vous ne pouvez pas voir le drapeau si vous n'avez pas les connaissances et cette expérience derrière. On ne le voit pas, le drapeau. On le voit que si il y a un sens qui est pris. Et ça, c'est vrai dans tout... Alors, vous voyez où je veux en venir. L'accompagnement, c'est de travailler aussi sur ses analyses, sur ses moyens d'action. Voilà. Et là, on peut faire l'accompagnement. Évidemment, les émotions du moment, si le gars est complètement paniqué, il peut évidemment faire n'importe quoi, ça peut se comprendre. Donc là, c'est pas sur la régulation de l'action qu'il faut travailler, c'est sur les moyens de maîtriser ses émotions. Vous voyez? Alors l'idée, voilà, c'est d'agir sur le point le plus faible de la structure interne à l'activité de la personne. C'est-à-dire, on essaie de voir là où, sans une action qui n'est pas du tout adéquate par rapport à ce qui pouvait se passer, on aurait dû faire, eh bien, c'est de voir là où on peut, où il faudrait agir. Alors, dernier point, à quelles conditions c'est possible ça? Ben, c'est possible, au moins à une condition, je vais laisser tomber, il y a des conditions sociales, cognitives, matérielles, je laisse tomber tout ça. Je veux juste retenir une condition qui est une condition sociale, c'est peut-être la moins évidente. Une des conditions sociales pour aider et favoriser l'accompagnement, la construction de l'expérience de l'autre, eh bien, c'est lui permettre de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que si on fait des choses pour apprendre, ben, il faut faire des choses qu'on ne sait pas faire. Vous êtes d'accord avec moi? Si on fait des choses qu'on ne sait pas faire, on fait donc des erreurs, évidemment. Et c'est parce qu'on fait des erreurs qu'on peut apprendre. Donc, si on accompagne des gens, eh bien, il faut pouvoir leur permettre de faire des erreurs. Sauf que faire des erreurs, ben, quand on a un travail à réaliser, et puis qu'on a des clients, ou qu'on a des patients, on ne va pas se permettre de tuer un patient rien que pour voir comment l'erreur qui est bon, d'accord? Donc ça veut dire une chose, c'est que la formation, l'accompagnement, au niveau social, doit sécuriser la réussite du travail. Ce n'est pas à celui qui apprend de sécuriser le travail, c'est antinomique. À quelqu'un qui apprend son travail, il n'est pas bon, par définition, ou alors on ne fait pas de formation. Donc ça veut dire que c'est celui qui l'accompagne qui doit sécuriser le travail. Et celui qui apprend, lui, doit être responsable de son propre apprentissage. Donc il y a une séparation de rôle qu'il est nécessaire de contractualiser de façon très claire, de façon quasi écrite, enfin de façon très structurée, parce que sinon, on a un tas de problèmes. Et ça, on le voit dans tous les métiers. Voilà, bon, je vais arrêter là-dessus parce qu'on me dit que c'est... Le temps est écoulé. Voilà, alors un exemple, c'est si je veux travailler sur l'interprétation des situations, qui est quelque chose qui me semble extrêmement important, eh bien, on peut travailler soit sur les indices qui sont prélevés ou pas, soit sur ce qu'on en dit, et puis évidemment aussi sur la base d'expérience qui est nécessaire, la clé d'interprétation pour décoder ces indices. Donc il y a au moins 3 termes. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je fais un peu de pub pour l'ouvrage que j'écris qui travaille un peu ces questions-là. Je voudrais juste vous dire, voilà, la construction de l'expérience, c'est complexe
c'est compliqué. Et par contre, cette complexité ne doit pas conduire à l'abandon. Par contre, quand on identifie ces mécanismes-là, cette flèche rouge que je vous ai montrée, on la décrypte, eh bien, on peut mettre en place des choses extrêmement simples en termes de procédure, mais qui demandent une certaine rigueur, de façon à favoriser l'apprentissage expérientiel. Pour répondre à la question, je ne pense pas qu'on puisse transmettre de l'expérience en tant que telle directement. Par contre, on peut aider l'autre à construire sa propre expérience. Sauf que c'est plus de l'abandon. Voilà. Je vous remercie.